cette nouvelle saison des Carnets en cristal. Je suis super contente de ce renouveau et j'espère que toi qui écoutes, tu vas apprécier le récit ainsi que toutes les informations que vont partager mes différents invités. Alors la toute première va partager sa pépite, c'est Émilie Mendy. Alors je te brosse rapidement le tableau. Émilie a créé un podcast en lien avec son récit familial où elle parle d'une certaine cassette. Je n'en dis pas plus. Alors, va te prendre une petite boisson à siroter et installe-toi confortablement. Enfin, j'ai même envie de te dire de plus siroter l'émission que ta boisson. Bref, bonne écoute. Bonjour Émilie, je suis très contente de te recevoir sur ma chaîne. Bonjour, mais moi aussi, je suis super contente que tu m'aies invitée et que tu me donnes l'occasion de parler de mon projet. Voilà, en tout cas, c'est une pépite que tu as à nous partager aujourd'hui. Et avant tout, j'aimerais que tu puisses te présenter. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens? Alors moi, j'ai grandi je suis née pardon, à Paris et j'ai grandi dans une petite ville dans l'Oise, en Picardie. Et je suis d'origine sénégalaise, plus précisément originaire de Guinée-Bissau. Ma famille est d'origine mandjak, qui est une petite communauté qu'on trouve essentiellement en Guinée-Bissau, mais aussi au Sénégal. Et comme je le dis dans mon podcast, partout dans le monde. Et mon contexte, au niveau de mon contexte familial, je suis la plus petite d'une fratrie de 4 enfants. Et on entend notamment ma sœur dans mon podcast. Donc voilà pour les présentations. Donc, tu vas nous donner un petit peu le contexte de la Guinée-Bissau, certaines choses qui se faisaient dans ta famille et ça va être super intéressant. Et ce qui nous amène justement au vif du sujet, c'est la découverte de cette fameuse cassette. Alors, il y en avait qu'une seule ou plusieurs cassettes? Alors, il y avait des tas de cassettes. Apparemment, ma mère avait des sacs poubelles entiers de cassettes. Et, D'accord. et quand je lui ai parlé par curiosité comme ça, je lui ai expliqué, mais je voyais grand-mère s'enregistrer sur un magnétophone, pourquoi elle faisait ça? Et elle m'a expliqué du coup que les personnes analphabètes de ma famille avaient l'habitude de s'enregistrer, quand ils étaient au Sénégal, de s'enregistrer et d'envoyer ces fameuses cassettes aux personnes qui étaient en France pour garder le lien, pour donner des nouvelles. C'était une forme de présence finalement. Je lui ai dit mais ce serait super qu'on cherche ces cassettes-là et qu'on les écoute. Comme ça, on voit un peu ce que ça donne. Et on a cherché pendant des heures. On n'en a trouvé qu'une seule, ce qui est très étrange. Et on a trouvé celle-là. Et ce que je dis à ma mère souvent, c'est un peu, c'est elle qui t'a trouvé, quoi. Puisque l'histoire de cette cassette, elle est incroyable. Et je me dis, mais c'est cette cassette-là que tu devais trouver. Tu devais pas toutes les trouver, tu devais trouver juste celle-là. Parce qu'il y avait un message qu'elle avait jamais entendu. Cette cassette, elle était enfermée dans une enveloppe qui n'avait jamais été ouverte. Promis, je ne mens pas. Elle n'avait jamais été ouverte. Et elle datait de 2004. Donc, c'était il y a 18 ans. Et je D'accord. trouvais ça complètement fou de l'écouter comme ça pour la première fois, 18 ans après. Mhm. D'ailleurs, on va écouter un petit extrait justement de cette découverte, des émotions que ta mère a eues. Écoutons. Je viens de réaliser que c'est une cassette de la première femme de mon papa qui aujourd'hui est décédée et que je n'ai jamais écoutée. Je vais l'insérer dans l'appareil. Ma mère a le magnétophone scotché à son oreille. Elle inspecte l'enveloppe dans laquelle était la cassette, comme pour vérifier que tout ça est bien réel. Il y a deux choses qui me perturbent. La première, c'est qu'on est en train d'écouter une morte. La deuxième, c'est que ma mère a l'air plus touchée que s'il s'agissait de sa vraie mère. Alors, est-ce que tu peux nous décrire ce que toi tu as ressenti? Quelles ont été les émotions aussi de ta maman? Bon, c'est vrai qu'on vient de l'entendre, mais ça t'a fait quoi émotionnellement, dans tes tripes, d'entendre le contenu de cette cassette? Il y avait beaucoup de confusion. Il y avait beaucoup de confusion, parce qu'au départ, on pensait que c'était ma grand-mère, biologique, qui avait,
enregistré cette cassette. Et finalement, c'était la première femme de mon grand-père. Et moi, ce que j'explique, c'est que je suis perturbée par la réaction de ma mère. Je ne me concentre pas sur moi. C'est difficile à dire. J'étais dans l'observation. Et je vois ma mère s'effondrer, vraiment pleurer. C'était une écoute très difficile pour elle. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première écoute qu'on entend. Enfin, c'est pas vraiment la première écoute. Je décris la première écoute, mais la première écoute, c'est fait dans l'intimité. Et du coup, on m'entend décrire ma mère lorsqu'elle l'écoute pour la première fois. Mais je n'ai pas voulu enregistrer des pleurs. Ça aurait été indiscret de ma part. Et donc, je vois ma mère d'un œil avec lequel je ne l'avais jamais regardée, comme celle d'une enfant. Ma mère, elle a 60 ans passés, mais là, d'un coup, c'était une petite fille de 8 ans qui écoutait sa mère, en fait. Et en tant qu'enfant, voir son parent dans une autre posture, dans celle de l'enfant de quelqu'un, c'est vraiment c'est beau et c'est à la fois beau et perturbant. Et du coup, on se dit, mais oui, c'est vrai qu'on est le fruit de quelque chose de tellement plus grand. Et je pense que c'est valable aussi pour beaucoup d'afrodescendants, c'est qu'on est le fruit de personnes avec lesquelles on n'a pas de lien biologique, parce qu'il n'y a pas de lien biologique avec la personne qui est sur la cassette. Et ce qui était vraiment puissant, c'était que quand on a allumé la cassette, on avait l'impression qu'elle était là. C'est ce que ma mère m'a dit. Elle m'a dit, mais c'est comme si elle était là. Et ce qui est complètement fou quand on écoute un message 18 ans, 17 ans après, c'est que c'est comme si on réveillait une morte. On appuie sur le bouton play et elle apparaît. Et ça, l'écrit ne peut pas le faire. Peut-être que le visuel peut le faire, mais il y a cette distance avec l'écran, alors qu'avec la cassette, on a l'impression qu'une personne nous chuchote à l'oreille. Donc, c'était beaucoup d'émotions, beaucoup de confusion aussi de ma part. Je pense qu'on n'a pas réagi du tout de la même manière parce que moi, j'avais pas ce lien émotionnel là avec la personne qui parle sur la cassette. Et moi, j'ai fait la rencontre de Yaelissa, celle qu'on entend sur la cassette. J'ai fait la rencontre de cette femme à travers la cassette. Avant ça, je ne savais pas exactement qui elle était. Voilà. C'est intéressant hein, la façon dont tu décris les choses parce que les émotions sont différentes, comme tu viens de dire, d'une génération à une autre. Donc, en fait, la personne qui parlait sur la cassette, c'était ta grand-mère, la maman de ta maman. Non, c'était la première femme de mon grand-père. En fait, mon grand-père avait 2 femmes. D'accord. Et on était persuadés que c'était la mère de ma mère qui était sur la cassette. Ah, d'accord. Qui aurait été aussi très beau. Et qui est malheureusement décédée il n'y a pas très longtemps. Et donc, il y a... Et là, c'est la première femme, la deuxième femme de mon grand-père et ma grand-mère biologique. Mais la première femme de mon grand-père, la première femme de mon grand-père n'a aucun lien biologique avec ma mère. D'accord, ok. Et c'est cette femme qui... Mais elle a reçu quand même autant d'émotions, excuse-moi. Ouais. Oui, c'est exactement ça. Et c'est ça qui est complètement faux. Et tout le podcast repose sur ça, repose sur l'idée que ma mère est bouleversée par l'écoute de ce message. Et je m'attendais pas qu'elle soit aussi bouleversée face au message de quelqu'un qui n'est pas sa mère. Je m'attendais limite à de la déception parce que ce n'était pas sa mère biologique. Et ce que je comprends à ce moment-là, c'est qu'il y a un lien que je ne connais pas encore, un lien qui unit ma mère à cette femme-là, à Yaelissa, la première femme de mon grand-père, qui est plus fort que les liens du sang. Et ça, je m'en rends compte juste à travers cette écoute-là. Parce qu'en fait, le podcast, la cassette est un prétexte pour évoquer d'autres choses. La cassette réveille des émotions, elle réveille des souvenirs, et c'est ça que je traite. Ce n'est pas le contenu de la cassette en soi, parce qu'il y a des messages, c'est un message pas banal, parce qu'il y a beaucoup d'amour, mais si elle l'avait écouté au moment où elle a reçu la cassette, ça aurait été anecdotique, ce qui était dit dans la cassette. Mais quand la personne est décédée et quand on découvre ce message-là 17 ans après,
alors qu'on ne l'avait pas écouté, ça a une autre saveur. C'est comme quand on écoute un message vocal de son père qui est décédé ou qui dit qu'il rentre à la maison, ça a une autre saveur quand la personne n'est plus là. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut garder toutes les Ah, choses qu'on a, les vocaux, toutes ces choses-là, on les prend pour acquis aujourd'hui. Mais je vous garantis que dans 20 ans, ce sera très précieux. effectivement, tu décris ça, tu le décris très bien, hein. Et tu sais, l'émotion de ta mère, ce n'est pas si étonnant que ça parce que elle a certainement des souvenirs qui sont revenus en fait. Et effectivement, ce lien qu'elle avait avec sa grand-mère adoptive, je pourrais dire quasiment, euh, ouais, ça a dû certainement réveiller du souvenir. Alors, il faut y aller tout doucement, hein, tout doucement pour réveiller tout ça et puis qu'elle puisse exprimer en fait ce qu'elle ressent, pourquoi ça lui donne autant d'émotions. Tu comprends en fait ce que Yaya Elissa dit? Non, Non, tu comprends pas, hein? je, je, D'accord. je ne parle pas allemand, Jack. Mhm. Je comprends quelques notions comme bonjour, des choses comme ça, mais Oui. très peu de choses. Et ce projet-là, du coup, bah, ça m'a rapproché de ma culture aussi parce que Mhm. je ne parle pas la langue. On l'entend dans le podcast où ma mère m'apprend quelques mots. Et pour revenir sur mon contexte familial, c'est vrai que ni mes frères et sœurs ou moi-même ne parlons le mandjak. Et il y a eu cette frontière-là entre mes parents qui avaient cette attache avec le Sénégal et avec l'Afrique et avec toute la culture qui va avec, les cultures qui vont avec, et nous qui sommes nés ici, qui n'avons pas d'attache directe avec le continent. C'est vrai que moi, avec ce projet-là, j'ai du coup renoué avec ma culture et j'ai appris beaucoup d'autres choses sur la culture mandjak, tout simplement. Et comme moi, j'ai perdu mon papa, j'avais cette curiosité-là d'en savoir plus et ma mère avait Mhm. cette envie-là de parler. Et du coup, c'est dans ce contexte-là qu'est né ce projet. Et ma mère, c'est une bibliothèque vivante, donc il fallait conserver son savoir sous le format du podcast et il s'y prêtait bien. Et en tout cas, je t'encourage vivement à profiter justement pour conserver un maximum d'informations. Parce qu'effectivement, sous cette chaîne où je mets en évidence l'héritage familial à transmettre à ses descendants, je ne parle pas d'héritage financier, mais le plus important, c'est l'histoire de la famille, enfin, tout ce qu'il y a autour. Et vraiment, je t'encourage à le faire très vite parce que quand les parents ne sont plus là, eh ben, c'est plus possible d'avoir des informations. Après, tu peux te tourner vers des oncles et des tantes, mais ce n'est pas la même chose. Mm. C'est pas du tout la même chose que. Donc, profites-en pour recueillir un maximum d'informations auprès de ta maman. Ah, C'est c'est vraiment prévu. intéressant, hein. Je suis très contente de te recevoir et d'entendre ton témoignage et j'espère que les auditeurs aussi seront touchés par ce que tu dis. Vraiment très bien. Alors, du coup, toute cette découverte qui s'est faite, qu'est-ce que toi, quelle leçon que tu en retires personnellement? Est-ce que, je ne sais pas si tu as l'habitude d'écrire, par exemple, un journal intime ou est-ce que justement, ça a été l'élément déclencheur, non seulement pour conserver les histoires de tes parents, de tes ascendants, de tes ancêtres, et aussi d'écrire ta propre histoire, de conserver des choses de ta propre histoire que tu pourrais par la suite transmettre à tes descendants si tu as envie d'avoir des enfants ou si tu as des enfants. Quelle leçon, en fait, tu en retires de tout ça? La leçon que j'en retiens, c'est que il faut conserver tout ce qu'on peut conserver, des moments anecdotiques de la vie. C'est-à-dire que moi, depuis ce podcast-là, ça m'arrive, et beaucoup à ma sœur aussi qu'on entend dans le podcast, d'enregistrer des moments simples de la vie, des réunions de famille, des choses comme ça, et on entend les voix de nos proches. J'enregistre les rires de mes proches parce que je sais que plus tard, j'aurai envie de les réécouter. Et le rire de quelqu'un, il ne s'écrit pas. Il ne s'écrit pas par texto. Euh, et vraiment, ça n'a pas de prix. Et comme je disais précédemment, c'est vrai qu'avec la mort de mon père, moi, je me dis que
ces choses-là sont vraiment précieuses et qu'on peut oublier le visage de quelqu'un, la voix de quelqu'un. Et avec un son comme ça gardé, ça reste, quoi. Et ça se transmet. Ça se transmet. Moi, je suis vraiment contente d'avoir fait ce podcast-là parce que je sais que même si ma mère est amenée à disparaître, mes enfants la connaîtront à travers ce podcast-là. Et j'ai demandé à la fin du podcast, je demande à ma mère de s'enregistrer, ce qu'elle n'a pas encore fait, mais c'est prévu. Parce qu'elle a envie de nous écrire, en fait. Elle aimerait bien nous écrire, mais je lui demande spécifiquement de s'enregistrer. Donc, voilà, je dirais que ce que je retiens, oui, c'est que les moments anecdotiques sont précieux et qu'il faut savoir qui on est, en fait, qui on est. Et au-delà de savoir qui on est, de savoir qui sont ses parents. Qui sont ses parents en tant qu'enfant, parce qu'on aime bien savoir un peu connaître la vie de tout le monde dehors sur les réseaux sociaux, mais nos parents, ils ont vraiment des choses extraordinaires à partager et de savoir qui sont nos parents au-delà de nos parents. Je ne sais pas si je suis claire. Oui, Comment très bien ils étaient compris. quand ils étaient enfants, ma mère en tant qu'enfant, comment elle était, comment était son père, comment était sa mère, quelle femme elle était aussi avant d'avoir des enfants. Parce que leur vie ne commence pas quand nous, on est. Non, ils ont une vie avant nous. Mais c'est vrai, quand on est enfant, on est un peu, en tout cas quand on est petit enfant, on est un peu narcissique. On se dit, voilà, c'est notre maman et c'est tout. Mais non, c'est une femme, c'est une enfant, c'est une sœur, c'est d'autres, c'est plein d'autres choses là. Et c'est vrai que j'aimerais donner une suite potentiellement à ce projet-là. Pourquoi pas? En tout cas, je te le souhaite. Je te le souhaite. Et vraiment que ça puisse aller jusqu'au bout de ce que toi, tu veux obtenir comme information pour vraiment créer un monument, justement, par rapport à ton histoire familiale. Et ce qui est intéressant dans ton témoignage, c'est que tu mets en évidence plusieurs méthodes de conservation de l'histoire. Ça peut être écrit, ça peut être en audio ou ça peut être en vidéo. Oui. Et donc, c'est vrai qu'avec la vidéo, tu as les deux, tu as la vidéo et l'audio. Et en fin de compte, c'est à chacun de déterminer. Alors, tu disais tout à l'heure que ta mère, elle a envie d'écrire, donc ça veut dire qu'elle est beaucoup plus à l'aise avec l'écriture. Et ce qui n'est pas mauvais non plus, tu sais pourquoi? Parce que l'écriture a une valeur thérapeutique, a des effets thérapeutiques. Donc, elle, en mettant par écrit ce qu'elle ressent, ce qu'elle veut transmettre, ça lui permet aussi de faire un travail sur elle-même, de cicatriser ou de presser des pus ou de remettre de l'ordre, de retrouver un certain ordre de la façon dont les choses se sont passées au cours de sa vie. Donc, il ne faut pas trop la freiner à ce niveau-là, parce que c'est bénéfique. Comme elle sait écrire, la laisser dans cette lancée-là. Et pourquoi pas, effectivement, avec la vidéo et l'audio, de pouvoir garder d'autres moments plus intimes de la famille, des réunions familiales et tout ça, quoi. Donc, en fait, il y a plusieurs supports en fait, pour pouvoir transmettre. Mais c'est vrai que réécouter la voix de ses parents ou les revoir, ça permet de donner vraiment des repères. Et c'est ce que j'encourage, en fait. Alors, ce n'est pas sur cette chaîne que je l'ai évoqué, mais sur mon podcast, que Kaleidoscope and Full Life by Ambre, enfin plutôt le numéro 11, j'encourageais les parents, en fait, à filmer quand ils enseignent leurs enfants. Parce que dans cet épisode numéro 11, j'encourage les parents à préparer leurs enfants pour la rentrée et les aider à développer une qualité, apprendre à ne pas trop parler à l'école. Toujours révéler ce qu'ils savent, ce qu'ils savent, ce qu'ils savent. Et pour les aider à adopter la bonne attitude, rien de mieux que des jeux de rôle. Parce que les parents peuvent parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et avoir des jeux de rôle, c'est super intéressant parce que l'enfant, il s'amuse, mais en même temps, il apprend. Et donc, j'encourage justement dans cet épisode, j'encourage les parents à filmer ce moment-là. Parce que déjà, ça permet de garder des souvenirs. Mais ensuite, comme les enfants, il faut tout le temps rabâcher, parce que les parents ont beau parler, mais une fois que l'enfant retourne à l'école, c'est comme s'ils n'avaient rien dit. Donc, ils peuvent revisionner la vidéo. Et les parents peuvent revenir sur les points qui ne vont pas, qu'est-ce qu'il faut améliorer et tout ça. Et avec le temps, cette vidéo peut être transmise à l'enfant, quand l'enfant aura grandi, et par la suite aura des enfants. Et c'est comme ça que les petits-enfants
découvriront leurs grands-parents, comment les grands-parents ont aidé leurs parents à traiter ce problème-là, tu vois un peu? C'est incroyable. C'est vraiment la transmission, j'en ai fait mon engagement. L'écriture de soi, j'en ai fait mon engagement. Et ton témoignage vient encore compléter, rajouter des pierres précieuses à l'édifice de ce travail, de ce chantier, en fait, parce que écrire son journal, c'est très ringard. Très ringard. C'est plutôt les petites filles adolescentes, boutonneuses, en train de rêver qu'elles veulent sortir avec tel chanteur qui écrit dans leur journal avec le carnet à... Comment on appelle ça? Le carnet avec la petite serrure. Bon, c'est vraiment le cliché, quoi. C'est pas vu comme un outil de développement personnel. Parce que moi, je le présente comme un outil de développement personnel parce que je ne conçois pas le développement personnel sans l'écriture de son journal intime. Je ne conçois pas le développement personnel sans connaître sa propre histoire, si c'est possible, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas leurs parents, il y en a qui ont été adoptés, donc il faut s'adapter aussi, je m'adapte à toutes les situations qui se présentent, mais écrire son journal intime, c'est le premier outil, pour ne pas dire le meilleur outil de développement personnel. Mais c'est vrai que ce que tu dis, peut-être qu'il faudrait renommer tout simplement pour s'éloigner de cette vision stéréotypée. Moi, c'est vrai que j'ai aussi un journal et que c'est puissant en fait, parce que quand on relit nos pensées d'il y a 1 an ou 2, on voit notre évolution parce qu'en fait, on vit et on ne se regarde pas vraiment, on se revoit à travers les yeux des autres et c'est pas toujours plaisant. Et de se voir soi-même avec son propre regard, c'est vrai que c'est puissant. Et j'aimerais revenir sur ce que tu disais par rapport aux enfants qu'on filmait. Je pense que, j'ai pas d'enfant, hein, mais je pense qu'en tant qu'enfant, on est moins gêné par le fait d'être filmé. Et moi, c'est vrai qu'en tant qu'adulte, c'est plus compliqué. Voilà pourquoi je n'ai pas forcément fait de télé et j'ai fait plus de la radio. Et je trouve que le micro est plus rassurant, pour moi en tout cas, est plus rassurant. J'ai moins de mal à ce qu'on me tend un micro pour parler plutôt qu'à ce qu'on me filme. Et dans mon projet, le micro, c'était un pont entre ma mère et moi. Parce que tout ce qu'on évoque dans le podcast, c'est des choses qu'on n'a jamais évoquées. C'est pour ça que je découvre dans le podcast que ma mère a quitté brutalement le Sénégal. Elle annonce son départ vers la France. Elle l'annonce la veille de son départ à Yaïlissa. C'est-à-dire c'est quelqu'un avec qui elle a grandi, c'est quelqu'un qui l'a éduquée et les au revoir se font en quelques heures. Et moi, ça m'a déchiré le cœur. Et je me disais, mais j'apprends ça seulement maintenant. Mais parce qu'il y a cette difficulté-là. Je ne sais pas si c'est chez les enfants, chez les immigrés ou chez les Africains. Mais c'est vrai que le départ de la terre d'origine, des fois, il est douloureux. Parce qu'on vend beaucoup ce côté l'Europe comme un Eldorado, mais certaines personnes, ça a été un déchirement. Et ma mère fait partie de ces personnes-là pour qui ça a été un déchirement parce qu'en fait, elle a rejoint mon père qui se trouvait en France, qui travaillait en France. Et elle ne voulait pas forcément partir, elle ne voulait pas quitter ses amis, ne voulait pas quitter ses mamans. Et du coup, elle part comme ça brusquement. Et je l'apprends grâce à ce podcast, et peut-être que je ne l'aurais jamais appris sans ça, sans avoir tendu le micro. Oui, et puis ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'il se peut que quand un enfant décide de partir brutalement, plus souvent que rarement, c'est que l'enfant peu importe son âge, quand on dit enfant, ça donne l'image plus d'un enfant adolescent qui ne sait pas trop ce qu'il fait et tout. Je parle de jeune adulte qui décide de quitter ses parents du jour au lendemain, c'est qu'il n'a pas encore les épaules pour porter la déception et la douleur qui va avec. Parce que si elle l'avait peut-être dit plus tôt, eh ben justement, Yaya Elissa aurait pleuré, tu vois un peu? Il y a ça, moi j'ai demandé l'explication à ma mère et c'est fou parce que c'est comme ça. Il y a un espèce de mystère et c'est peut-être parce que c'est peut-être l'explication que tu es en train de donner, la réponse, parce que
je lui dis, mais pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Et elle me dit, mais tout le monde autour de moi me dit, ne dis pas, ne lui dis pas, pars comme ça. Et certaines personnes quittent leur famille en disant, je vais dormir chez un ami, je vais dormir chez quelqu'un d'autre. Et en fait, ils s'en vont pour revenir, pour parfois ne jamais revenir. Donc, c'est des adieux. Et ma mère, elle revient 10 ans après. Donc, Ouais. peut-être, c'est vrai qu'il y a des non-réponses dans ce podcast. C'est ça. Peut-être Moi, j'en ai la conviction que c'est ça, parce qu'on ne se sépare pas d'un être aimé du jour au lendemain. Comme ça. Donc, pour pouvoir le faire, c'est qu'il y a ce côté, ce que tu ne veux pas affronter, les larmes, la déception, parce qu'en même temps, tu dois faire ta vie aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Tu dois faire ta vie et que tu ne veux pas qu'il y ait justement qu'il y ait quelque chose qui ramollisse ton cœur et t'empêche de réaliser tes rêves, parce qu'après tout, elle devait faire aussi sa vie, tu vois? Mais je n'en doute pas que c'est ce genre de choses qui l'a poussé. Entre autres, hein, je ne dis pas qu'il y a que ça, mais certainement à plus de 50%, oui, que c'est voilà, c'est que voilà, je ne voulais pas porter, et puis ça se comprend, hein, ça se comprend. C'est très bien qu'elle ait pu quand même revenir 10 ans plus tard. C'est très bien, parce que comme tu dis, il y en a qui ne reviennent jamais. Ou bien quand ils reviennent, ben, les parents ne sont plus là, la famille n'est plus là. Et donc ça aussi, c'est encore pire. Hein. C'est encore pire. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vois, ces cassettes, comment expliquer ça? Elles ne seront jamais à jeter. Jamais. Tu vois? Parce que là, tu as vraiment bien dépeint le contexte. Tu as vraiment… le puzzle, il est en train de se finaliser devant nos yeux. Et ce sont des cassettes à ne jamais jeter. Jamais. Et ouais. C'est-à-dire, tu me racontes ton histoire, mais je vis le truc tellement intensément. Et ouais, c'est à ne jamais, jamais jeter. Mais c'est vrai que ma mère, pendant le podcast, pendant le tournage, pardon, quand je l'ai interviewée, c'est arrivé que je lui demande de tenir la cassette parce que c'était une manière de dire que Elissa était avec nous. Et en fait, sa présence était cristallisée dans cet objet-là. Et ma mère est très attachée à cet objet qui avant était, déjà qui aujourd'hui est obsolète. Et aujourd'hui est obsolète et paraissait inutile, enfin, du coup, qui est obsolète et qui est inutile. Aujourd'hui, c'est quelque chose de rare et de précieux. Donc, à travers le temps, un objet peut prendre de la valeur parce qu'on a une attache émotionnelle avec lui et parce que c'est un bout de sa maman, cette cassette. Donc, voilà. Mais justement, pendant que tu y penses, comment vous avez fait pour écouter cette cassette? Parce que maintenant, il y a des lecteurs de cassettes. Moi, j'ai un Rockman, j'ai encore un Rockman. Mais la cassette, c'était de quel format? Est-ce que c'était les cassettes qu'on vendait sur le marché où on pouvait écouter de la musique, mais ce sont des micro-cassettes? C'est les petites cassettes, tu sais, avec les deux… Les petites cassettes Oui, comme ça. mais il y avait plusieurs formats. Alors, il y avait des cassettes qu'on pouvait acheter pour… Tu sais les CD ont remplacé. Quand un chanteur sortait son disque, il y avait ce format-là, mais il y a aussi des petites cassettes. Non, c'est pas les petites cassettes, non. C'est le format, les normales, vraiment le format un peu téléphone, tu vois. Ouais, donc c'est les normales. Ah les ouais, normales. Comment vous avez fait pour écouter? Arte Radio a une machine qui numérise ces cassettes-là, parce qu'Arte Radio, c'est le pionnier du podcast en France, qui diffuse plein de documentaires, plein de fictions. D'ailleurs, je vous encourage à aller écouter ce qu'ils font. Ouais. Et du coup, c'était eux mes producteurs. Et on a numérisé cette cassette et j'ai pu travailler à partir de là. Mais comme après, on ne parle pas la langue, c'est vrai que le podcast est plus à cette valeur de transmission. Mais tu sais, alors… Oui, ce que je voulais dire, excuse-moi, c'est que ce qui est puissant en fait avec la cassette, les personnes de ma famille préféraient, en fait, il y avait deux possibilités. Il y avait la possibilité de demander à une personne qui savait écrire de rédiger une lettre
à partir de ce qu'on lui demandait d'écrire. Mhm. Et il y avait cette possibilité d'enregistrer une cassette. Et la cassette, c'était vraiment un moyen privilégié parce que dans une cassette, on ne triche pas. On peut exprimer de l'amour, on peut exprimer sa colère, mais juste avec le ton de la voix. Et il y a quelque chose qu'on ne peut pas forcément reproduire, à moins d'être un auteur exceptionnel, qu'on ne peut pas reproduire par d'autres manières. Et donc, les gens aimaient la cassette parce que s'il y avait cette intimité-là. Quand Yaelissa commence sa cassette, elle dit « Je suis dans la chambre de votre père », sous-entendu, on est entre nous. Il n'y a personne. Tandis que quand on faisait le choix de faire appel à quelqu'un qui a un script, à quelqu'un qui savait écrire, bah, cette personne-là savait ce qu'on allait dire. Et il y a des histoires très drôles de cassettes mal envoyées, où on envoyait... Il y avait des commérages, c'est-à-dire je m'enregistre sur une cassette pour parler sur le dos d'une personne et accidentellement, cette cassette tombe entre ses mains. Comment dire, c'était le buzz de l'époque. Oui, c'est ça. Le buzz de l'époque. Oh, c'est génial, c'est trop marrant. Oui. Marrant Non, pour ceux qui sont à l'extérieur de la situation. Oh là là. Et donc, il y avait des gaffes, des choses comme ça, des gens qui avaient des liaisons et qui envoyaient des cassettes à leur maîtresse. Enfin, c'était... Ouais, Toutes les cassettes ne sont pas bonnes à retrouver. Oui, je crois. Oui, effectivement. Mais par contre, tu vois, je trouve quand même ce qui est intéressant dans ce que tu dis, que même si tu ne parles pas le mandjak, je pense que le jour que tu vas t'y mettre, tu vas beaucoup plus. Oh, oui, je pense. Et je pense que ça devrait être une source de motivation pour toi pour apprendre cette langue. Justement, l'objectif, tu vas faire ta petite enquête de journaliste, d'investigation, c'est pouvoir, traduire cette cassette. Tu comprends? Mais juste pour garder pour toi, parce qu'après tout, c'est un contenu assez intime. Tu vois? Mais je pense que quand tu vas découvrir ce qui est dit, ça va beaucoup, beaucoup te toucher. En tout cas, je suis très, très contente de ton témoignage, Émilie. En tout cas, je te souhaite une bonne réussite dans ton projet, parce que des projets qui sont communs aux miens, des projets qui sont communs aux miens, et vraiment, j'espère vraiment que ça puisse bien marcher pour toi. Alors, je voudrais juste qu'on termine cet entretien avec le mot de la fin. Qu'aimerais-tu dire aux auditeurs en lien avec ton parcours, justement, cet héritage que tu as reçu, en lien avec le sujet de cette chaîne qui est l'écriture de soi et bien sûr la transmission de son récit à ses descendants? Qu'est-ce que tu voudrais leur dire, qu'ils retiennent ou les pousser à l'action, à faire quoi? Enregistrez vos parents. Enregistrez vos parents et faites-en un podcast. Moi, j'ai une plateforme qui s'appelle Emily Podcast où j'aide les gens à raconter des histoires qui leur tiennent à cœur, que ce soit en fiction, que ce soit en documentaire ou autre. Et je dirais enregistrez vos parents et faites-en quelque chose pour le transmettre, parce que ce qui est terrible quand on garde les choses pour soi, c'est que ça meurt avec nous si on ne le transmet pas. Parfois, ça reste dans une famille, mais il faut que ça sorte. Moi, ce que tout ça m'a appris, c'est que mon histoire intime pouvait toucher des milliers d'autres personnes. Et ça c'est vraiment puissant. C'est ce que j'ai appris. Et moi, je vous encourage à enregistrer vos parents. Voilà, ben, ça sera le mot de la fin. Enregistrer ses parents et publier. Publiez-le. Très bien. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir reçue. C'était vraiment un plaisir. Tout le plaisir est pour moi. Tout le plaisir est pour moi, Émilie. Merci beaucoup à toi. Et puis, bonne continuation. Merci. Ça y est, les fondations sont posées, ce qui va déterminer la suite, voir le niveau des différents témoignages qui vont se succéder. Pour suivre Émilie Mendy sur les différents réseaux sociaux, rendez-vous dans la description. Si tu souhaites partager ton témoignage parce qu'il y a encore de la place, envoie le mot « interview » à l'adresse de contact notée dans la description. À très vite pour la suite.